Le guerrier Luke sourit face à un dangereux dragon géant. Il court vers le monstre tandis que son groupe observe. Les autres membres créent des sorts pour le soutenir tout en l'encourageant. Luke saute vers la créature avec son épée et jure qu'il la tuera. À la fin, la tête du dragon repose sous la botte du guerrier. Cette nuit-là, il campe près du feu à côté du cadavre du dragon. ORT le sage informe les autres qu'il y a encore d'autres dragons qui se cachent. Leisha, la sainte, voit l'inquiétude sur le visage de Luke, alors elle lui sourit et l'assure que tout ira bien. L'homme rougissant trouve du réconfort dans ses paroles, pour se retrouver couvert de blessures mortelles quelques heures plus tard. Devant lui se trouve son groupe. Le regardant tandis que sa force s'épuise, ils lui disent tous que c'est là qu'ils se séparent de lui. Luke est confus quant à la raison pour laquelle ils l'ont attaqué et exige de savoir pourquoi. Leisha lui dit avec regret que c'est parce qu'il est un monstre, étant le seul guerrier de rang S de leur nation qui peut abattre des monstres avec facilité pour sa nation. Cependant, maintenant que la menace des monstres est enfin terminée, il est le seul monstre restant. ORT ajoute qu'il fera tomber le royaume s'il le laisse vivre beaucoup plus longtemps. Luke crie qu'il ne fera jamais rien pour mettre en danger le royaume. Leisha répond que ce n'est vrai que maintenant et qu'il pourrait changer d'avis à l'avenir. Ellie, la mage, donne son épée sacrée à Leisha. Luke regarde, choqué qu'il soit vraiment sur le point de faire ça. Prudemment, il cherche sa propre épée sur le sol. ORT claque des doigts, invoquant des chaînes magiques qui s'enroulent autour de Luke avant qu'il ne puisse s'échapper. Le sage dit à Luke que mourir de ses anciens amis est la seule miséricorde qu'ils peuvent offrir. La petite fée du groupe sourit et rit de la situation du guerrier de rang S. Luke parle à Ellie pour la convaincre qu'elle fait une erreur. Le visage de la fille, rongé par la culpabilité, montre qu'elle hésite à le tuer. ORT lui dit que c'est toujours son travail de le finir. Alors la fille s'approche de Luke et se prépare à utiliser sa baguette contre lui. Le corps de la fille tremble et elle commence à pleurer. ORT et Leisha voient à quel point c'est difficile pour elle, alors Leisha se porte volontaire pour la remplacer. Elle s'approche de Luke avec son épée sacrée à la place. Elle demande quelles sont ses dernières paroles et se prépare ensuite à balancer son arme. Il lui dit qu'il n'oubliera jamais ce qu'ils ont fait ce jour-là. Puis Leisha le tua instantanément. Luke raconte pour expliquer que ses compagnons sont les aventuriers les plus forts grâce à des pouvoirs miraculeux qui leur sont accordés, connus sous le nom de bénédiction. ORT le sage avait été béni par le grand esprit. Ellie le mage a été béni par le seigneur démon, et la sainte, Leisha, a été bénie par la déesse. Il explique ensuite que lui-même a été béni par le phénix, l'oiseau divin de l'immortalité. En raison de ce fait, il déclare qu'il ne peut jamais mourir. 3 mois plus tard, des abeilles tueuses géantes sont sur le point d'entrer dans la petite ville d'Azem. Face à elles pour protéger les habitants de la ville, se trouve l'homme qui porte un masque de métal noir connu uniquement sous le nom de Lugo. Lugo dit à Lily, l'apothicaire du village, de rester en arrière. Avec une puissante magie de feu, l'homme masqué fait exploser toutes les abeilles tueuses, détruisant une partie de l'entrée de la forêt au passage. Les villageois acclament leur héros pour sa puissance. Sauf Lily, qui est nerveuse à cause du danger que représente sa puissance. Elle fixe Lugo, se demandant qui il pourrait réellement être. Plus tard, Lily rend visite au chef du village, insistant sur le fait que quelque chose ne va pas avec Lugo. Malgré son urgence, le vieux chef reste curieux et joyeux. Elle continue de dire que l'homme masqué est beaucoup trop fort, citant les nombreuses situations où il a abattu des monstres et une bande de voleurs tout seul. Le chef ne voit pas le problème puisque leur village est devenu paisible grâce à lui. Cependant, Lily est plus préoccupée par l'étrange coïncidence que Lugo soit apparu dans leur ville en même temps que Luke, l'aventurier de rang S, est mort il y a 3 mois. Elle croit que l'homme a dû abattre Luke pour une grosse prime et cache maintenant son identité à cause de cela. Le chef dit toujours que ce n'est pas dans sa philosophie de se détourner de quiconque vient dans leur village et qu'ils n'ont pas à s'inquiéter tant que Lugo n'a pas fait de mauvaises choses depuis son arrivée. Lily insiste sur le fait qu'elle devrait simplement enquêter par elle-même. Alors le chef l'informe qu'il lui avait demandé de s'occuper de leurs problèmes d'ours noirs. Plus tard, Lily entre dans la forêt. Là, elle demande à l'esprit mineur de la guider vers Lugo. De petites orbes de lumière dorée apparaissent devant elle. Elle leur parle avec un sourire, demandant qu'ils ne la conduisent pas non plus au monstre. Avec leur guide, elle court, déterminée à exposer la vérité sur Lugo. Elle s'arrête en voyant Lugo assis près du champ ouvert. Avant que Lily ne le remarque, Lugo est déjà à côté d'elle. La fille choquée demande comment il est à côté d'elle, alors qu'il était assis au loin il y a une seconde. Il lui dit que celui qui est assis n'est que son image rémanente et disparaît lentement après. Il demande ensuite à la fille ce qu'elle fait dans la forêt, ce qui la rend nerveuse. Elle invente l'histoire qu'elle était inquiète pour lui parce qu'elle avait entendu dire qu'il était parti à la poursuite des ours noirs. Lugo répond qu'il va simplement piéger les ours noirs, mais la fille ne croit pas que ce soit si facile. Il lui montre la ruche remplie de miel qu'il a récupérée des abeilles tueuses plus tôt. Il la place sur le sol et lance une magie de gravité qui l'entoure. Elle est émerveillée qu'il puisse utiliser une magie aussi avancée avec facilité. Ils entendent alors le bruit d'un ours qui arrive, et ils se cachent donc dans les buissons. Un ours noir apparaît et a faim au moment où il voit la ruche. Il court vers elle, ce qui le fait marcher sur la magie de la gravité. En un instant, l'ours meurt en étant violemment tiré vers le sol.
Il ne fallut pas longtemps avant que le piège ne tue des douzaines d'ours. Le voir chasser des ours si facilement rend Lily encore plus curieuse de savoir qui se cache sous le masque. Ses yeux montrent plus que jamais la détermination de découvrir qui est Guy. Plus tard dans la nuit, Lily écrit dans un journal comment l'aventurier de rang S connu sous le nom de Luc est tombé il y a 3 mois et comment les menaces monstrueuses ont rapidement augmenté à travers le monde depuis lors. Depuis lors, des champs de légumes ont été ravagés, du bétail a été volé, et la production et la distribution ont été jetées dans le chaos. Le lendemain, Lily est contrariée d'apprendre que la charrette transportant les marchandises de leur village a été attaquée. Le conducteur de la charrette lui dit qu'ils ont été entourés par des sylphes et qu'ils ont tout volé. Elle regarde les quelques boîtes restantes et voit que même les médicaments et les herbes ont été volés. La vieille femme à côté d'elle est encore plus contrariée que ses petits pains sucrés aient été volés. Lily essaie de la réconforter en lui disant qu'il reste encore des petits pains dans le village, mais la vieille dame dit que les petits pains volés étaient des chefs d'œuvre gastronomiques spéciaux. Hugo les voit et demande ce qui se passe. Lily l'informe que leur charrette a été volée, pour se rendre compte que l'homme masqué transporte déjà tellement de paquets de boîtes de charrette. Le conducteur de la charrette est choqué de voir que sa cargaison volée est de retour. Hugo lui dit qu'il les a récupérés des sylphes. Lily est excitée maintenant qu'elle peut enfin fabriquer plus de médicaments. Les gens continuent d'inspecter chaque boîte. Lily remarque que Hugo est mal à l'aise. Il lui dit que le nombre de boîtes semble encore petit compte tenu de la taille de la charrette. La vieille dame découvre alors que la boîte qui devrait contenir ses petits pains sucrés est vide, ce qui la fait pleurer. Cela conduit Lily à vérifier sa boîte et à voir qu'elle est également vide de médicaments. Cela met Hugo en colère contre les sylphes, et il commence à serrer fortement ses mains. Un tremblement de terre commence seulement pour qu'il réalise que c'était à cause du fait que Hugo piétinait le sol. Il va dans la forêt et jure qu'il va tout récupérer des sylphes. Lily le suit et lui dit qu'elle va l'accompagner. En vérité, elle a peur que Hugo ne se mette tellement en colère qu'il ne détruise tout, y compris le village. Pendant ce temps, une sylphe nommée Paye est en train de planer et traque Hugo et Lily pendant qu'ils marchent. Elle jure qu'elle piégera l'homme masqué avec ses pièges. Hugo la repère et la foudroie avec sa magie de feu, ce qui fait tomber la sylphe au sol. Hugo n'a pas de patience et exige qu'elle lui dise où se trouve sa reine. Paye, à contre-cœur, les conduit vers son foyer. Elle informe les deux autres que la reine se trouve au plus profond de la forêt et leur remet une carte avec des indications pour leur montrer où elle a caché tous ses pièges. Elle supplie ensuite Hugo de la laisser enfin partir. Il dit non. Alors la jeune fille supplie, les larmes aux yeux, affirmant que la reine la punira si elle les aide davantage. Lily fait preuve de pitié envers elle et demande à Hugo de la laisser partir. Paye loue sa gentillesse. Hugo tire Paye vers lui et la chatouille. En conséquence, la sylphe laisse tomber quelque chose. Lily le ramasse, pour se rendre compte que c'est un sous-vêtement. Elle réalise alors que c'est son propre vêtement et lui crie dessus pour l'avoir volé. Hugo informe Lily que les sylphes ont volé de la magie. Lily demande à Paye si c'est vrai, mais la sylphe le nie et lui dit que c'est l'homme masqué qui le lui a volé. Lily lui hurle dessus pour avoir menti. Hugo l'avertit de ne jamais faire confiance à la parole d'une sylphe. Lily en a assez et exige que Paye leur dise où se trouve la reine, intimidant immédiatement la sylphe. Le trio a atteint le nid de la sylphe, où Hugo commence à foudroyer toutes les sylphes avec sa magie de feu. Hugo, Lily et Paye marchent, croisant de nombreuses sylphes inconscientes jusqu'à ce qu'ils atteignent la porte des appartements de la reine. Lily demande à Paye s'il y a des pièges. Elle dit qu'il n'y en a pas, mais avec un sourire malicieux. Elle a l'air tellement suspicieuse que Hugo fait exploser la porte, la réduisant en morceaux. Il voit que la reine est étendue sur le sol à cause de l'impact. Malgré cela, Hugo est impressionné qu'elle ait résisté à l'explosion. La reine se relève, impressionnant Lily par sa rapidité de rétablissement. La reine se présente sous le nom de Maya et se vante que l'explosion n'était pas assez forte pour la vaincre. Malgré son attitude confiante, elle a l'air visiblement souffrante. Elle fait alors mine d'aller bien en déclarant qu'elle va bien. Maya leur dit qu'elle a la bénédiction du roi des fées, et que cela signifie que personne ne peut la toucher. Pisha applaudit sa majesté. Hugo en vient au fait et demande où se trouve la cargaison qu'elle et son peuple ont volée. Maya fait une grande grimace en niant qu'elle sache quoi que ce soit, mais au fond d'elle, l'homme l'intimide. Hugo demande ensuite pourquoi son peuple vole des armes et des drogues aux humains. La reine répond en se vantant qu'elle se prépare à la guerre. Elle explique que puisque Luc est mort, c'est l'occasion idéale pour eux de vaincre les humains et d'inaugurer l'ère des sylphes. Elle pointe du doigt Lily. Un orbe doré de lumière sort de la poitrine de Lily. Cela fait perdre conscience à la jeune fille, alors Hugo la rattrape. L'orbe de lumière se dirige vers la main de Maya, et elle la saisit. Elle révèle que sa magie du vol peut même voler des âmes. Elle essaie de prendre l'âme de Hugo aussi. Cependant, elle constate que son sort ne fonctionne pas. Hugo explique que sa magie ne fonctionne pas sur quelqu'un qui a un pouvoir magique supérieur au sien. Paye est insulté par son affirmation, croyant qu'aucun humain ne pourra jamais égaler le pouvoir de sa majesté. Hugo dit qu'il n'est pas un humain ordinaire, puis enlève son casque. Maya est choquée de voir son visage. Paye voit sa reine inquiète et demande ce qui ne va pas. Elle se souvient de son enfance et de sa mère, la précédente reine, qui l'avait averti de ne pas croiser le chemin de certains humains. Parmi eux, il y avait l'aventurier de rang S, Luc.
Maintenant, elle est choquée de voir qu'il est toujours vivant devant elle. Luke lui dit qu'il va récupérer l'âme de Lily ainsi que la cargaison. Avec un geste de la main de Luke, Maya et Pei ressentent le poids de sa magie de gravité qui bloque leur corps et les pousse continuellement sur le sol. La pression est si forte que Pei perd conscience. Pourtant, Maya lutte pour se relever. Luke lui demande si elle a réfléchi à ses actions. La fière reine a dit qu'elle ne ferait jamais cela. Au fond d'elle, elle pense qu'elle doit rester forte pour son devoir en tant que reine des sylphes. Elle crie avec détermination qu'elle ne perdra jamais contre quelqu'un comme lui. Cela conduit Luke à la libérer de son sort de gravité. Elle demande pourquoi il a annulé le sort alors que c'était une occasion en or de la tuer. Luke demande pourquoi elle pense à déclencher une guerre, prenant la reine au dépourvu. Il lui rappelle que son peuple aurait pu rester en paix sans déranger personne. Maya lui dit que depuis sa disparition, les monstres sont plus actifs dans l'attaque de son peuple. Elle a essayé de demander de l'aide aux humains, mais elle a été renvoyée aux portes. Elle s'est souvenue du manque d'empathie dans les yeux des humains à l'époque. Elle explique que c'est le moment où elle a décidé d'occuper le royaume humain afin que les humains réalisent à nouveau la menace des monstres. Elle imaginait que les humains traqueraient les monstres à ce moment-là. Elle pense que la seule raison pour laquelle elle ne s'en est pas tirée, c'est qu'il s'est présenté. Elle se met à genoux et lui offre la possibilité de l'exécuter. Sa seule requête est qu'il épargne ses camarades qui l'ont aidé. Luke répond qu'elle devrait venir au village d'Azim, surprenant la reine. Il déclare qu'il protégera son peuple. Sa condition est qu'il cesse d'attaquer les humains, d'autant plus qu'il y a des humains forts dans la capitale qu'elle ne pourra jamais espérer vaincre de toute façon. Maya ne s'en était jamais rendu compte et demande s'il est sérieux. Il répond sans hésitation qu'il l'est. En regardant dans ses yeux, Maya peut voir qu'il ne ment pas et accepte donc de ne plus attaquer les humains. Elle tend la main et lui demande d'accepter de les protéger. Luke lui prend la main et dit qu'il accepte. 2 semaines plus tard, Lily se rend chez le chef où elle livre les médicaments qu'elle a fabriqués. Elle soutient qu'à cause de Lugo, tous les médicaments et autres marchandises sont revenus. Elle demande au chef du village ce qu'il pense de l'état actuel du village d'Azim. Il répond qu'il croit qu'Azim est devenu encore meilleur. Il demande à Armel si elle est d'accord. Armel s'avère être la vieille dame qui voulait les brioches sucrées, et maintenant elle se régale à en manger beaucoup avec Maya assise juste à côté d'elle. Lily rapporte qu'un grand nombre de sylphes se sont installés dans le village d'Azim. Elles aident à transporter les marchandises, patrouillent dans les environs et s'occupent des personnes âgées, comme leur donner des massages. En regardant dehors, elle voit des sylphes profiter de leur journée à l'extérieur avec les humains. Malgré la paix apparente, Lily se sent toujours mal à l'aise car elles leur ont volé des choses, et elle a même temporairement perdu son âme à cause d'elle. Maya se dirige soudainement vers elle pour lui demander si Lugo aime les brioches sucrées. Lily ne sait pas et demande pourquoi elle demande. Avec un sourire innocent, Maya répond que c'est parce qu'elle veut les manger avec Lugo. Son sourire est si mignon qu'il réchauffe le cœur de Lily au point de l'embrasser et d'oublier sa rancune contre elle. Le chef intervient pour leur rappeler quel jour on est. Lily réalise qu'ils doivent être prêts car des fonctionnaires de la capitale vont venir inspecter leur village. Elle rappelle à Maya que s'ils font un seul faux pas, les inspecteurs pourraient décider que les sylphes doivent être éliminés. Le chef leur dit qu'il pense que tout ira bien et qu'il est même sûr que les inspecteurs en viendront à aimer leur village. Lily veut toujours être prudente et dit à Maya qu'elle compte sur elle. Maya déclare qu'elle offrira aux inspecteurs la meilleure hospitalité possible. Un chariot est en route pour le village d'Azim. À l'intérieur se trouve Lulu, l'inspectrice de la guilde, qui n'apprécie pas sa tâche actuelle, qui consiste à vérifier l'état des sylphes du village d'Azim. Avec elle se trouve l'enquêteur, Giram, qui s'inquiète du fait que le village d'Azim pourrait être trompé par les sylphes, compte tenu de leur nature sournoise et espiègle. Il pense que si même les aventuriers de Rancé ont du mal à vaincre les sylphes, alors les villageois ordinaires n'auraient aucune chance. Lulu dit que c'est exactement la raison pour laquelle elle l'a emmené avec elle. Garam dit que si les sylphes montrent le moindre mouvement suspect, il les abattra. La calèche s'arrête brusquement. Lulu et Garam regardent dehors et voient la silhouette de quelque chose qui sort des bois. Ils pensent qu'il pourrait s'agir d'une farce de soie élaborée. Garam réalise de quoi il s'agit, et en réponse, crie au conducteur de faire avancer les chevaux. Chevaux. Une seconde plus tard, le chariot est poursuivi par un mille-pattes géant connu sous le nom de ver de la mort. Malgré le danger, Lulu est très excitée d'en voir un pour la première fois. Elle ordonne à Garam d'abattre le monstre, mais il dit que même un aventurier de rang ne peut pas le tuer. L'intérieur de la calèche devient soudainement plus sombre. Lulu et Garim sont horrifiés de voir que le visage du ver de la mort est juste devant leur fenêtre, les regardant directement. Dehors, son corps gigantesque entoure déjà la calèche. Ils craignent que ce ne soit la fin pour eux. Lentement, le ver de la mort enroule son corps sur la calèche. Garam sort pour affronter la créature. Il est sur le point de l'attaquer, quand Lugo attaque la créature par derrière et la décapite. Lulu félicite Garam pour la mise à mort, mais il lui assure que ce n'est pas lui. Il voit que l'homme à tête de métal est arrivé pour les secourir. Plus tard, Lugo les guide jusqu'au village. Lulu le remercie pour tout, contrairement à Garam, qui refuse de dire quoi que ce soit. Lulu se rend compte que la fierté de Garam a été blessée, car il pense que Lugo n'est qu'un simple villageois qui a abattu un monstre qu'il ne pouvait pas vaincre. Garam regarde attentivement l'homme masqué,
sans être sûr qu'il soit d'accord pour dire qu'il est ordinaire. Ils se dirigent vers la maison du chef du village. Ils entrent et voient que le chef et le temps les accueillent dans des poses animées. Malgré leurs efforts pour être enthousiastes, Lulu et Garim les accueillent avec stoïcisme et professionnalisme. Lulu commence les affaires en leur faisant visiter les lieux. Elle explique qu'ils sont venus faire un rapport sur la façon dont les sylphes et les humains vivent ensemble. Le chef leur dit que la vie est meilleure depuis l'arrivée des sylphes. Maya demande à Lugo de se joindre à eux lorsqu'ils leur feront visiter le village. Elle lui prend la main et marche avec lui. Garam dit à Lulu que malgré son attitude joyeuse, il ne voit pas la moindre ouverture pour l'attaquer. Lulu peut dire que la même vigilance émane de Lugo. Elle active son pouvoir pour sonder les gens et jette son dévolu sur Maya. De multiples fenêtres graphiques apparaissent autour de Lulu avec des informations sur Maya. Elle voit que Maya a une bénédiction et sait maintenant à quel point elle est puissante. Son pouvoir fait croire à Lulu que c'était la bonne chose pour eux de venir au village. Le chef pense qu'elle trouve Maya mignonne et adorable et lui dit qu'elle ne trouvera personne comme elle nulle part. Lulu veut en savoir plus sur elle, mais jette son dévolu sur Lugo. Elle est choquée de voir que ces fenêtres graphiques lui donnent un langage incompréhensible qu'elle ne peut pas lire. La fenêtre devant elle s'assombrit soudainement et est remplacée par une fenêtre du visage de Lugo, qui exige qu'elle cesse de fouiner davantage. Lulu est tellement intimidée par le graphique du visage de Lugo qu'elle recule. Lugo se place derrière elle pour l'empêcher de perdre l'équilibre, ce qui fait transpirer la femme. Elle demande qui il est vraiment. Lugo répond avec une aura intimidante qu'il vaudrait mieux qu'elle ne le sache pas. Garam se rend compte que quelque chose ne va pas avec Lulu, alors elle lui dit qu'elle a juste mal à la tête. Maya intervient pour déclarer que le premier arrêt parfait est l'apothicaire. Maya leur montre la maison de l'apothicaire, mais Garam lui dit qu'elle a l'air délabrée. Bien que Lugo dise qu'il est impoli, elle ressent la même chose au fond d'elle. Lugo frappe à la porte pour dire à Lily qu'elle a une patiente. Lily ouvre la porte pour les saluer. Pour Lulu, elle a l'air trop jeune pour être apothicaire. Lily dit à Lulu qu'elle est déjà au courant de son mal de tête et que tout est prêt pour le traitement. Elle laisse sa patiente s'allonger. Garam demande s'il y a un vrai médecin dans les parages, ce qui fait dire à Maya qu'il est vraiment impoli. Lily dit qu'il est vrai qu'elle n'est pas un médecin chic, ce qui amène Maya à la défendre en disant qu'elle est une apothicaire incroyable. Lou peut dire à l'odeur des herbes sur l'eau comme qu'elle a de l'expérience et se sent donc à l'aise qu'elle soit celle qui la traite. Lily se met au travail en demandant aux esprits mineurs où la patiente a mal, ce qui fait apparaître des orbes dorés. Elle explique à Lulu qu'elle a été bénie par les esprits mineurs. Les orbes d'or indiquent à Lily la source du mal de tête. Lulu est impressionnée qu'elle ait diagnostiqué son mal de tête avec autant de facilité. Lily appelle ensuite Pei pour lui apporter des médicaments. Garam est choqué qu'elle ait un assistant. Une porte s'ouvre, choquant Garam que Pei soit un être à part entière. Elle apporte à Lily le médicament, choquant encore plus Garam de voir à quel point ils sont proches. Lily montre ensuite à sa patiente le médicament et explique que l'un ajuste son flux de magie, tandis que l'autre soulage ses maux de tête. Lulu est impressionnée. Elle en a tellement en stock alors qu'il faudrait des médecins de la capitale pour les obtenir. Lily l'informe que c'est parce que Pei et les autres sylphes connaissent très bien les herbes de la forêt et savent exactement quelles herbes trouver et où. Grâce à eux, ils peuvent désormais conserver des médicaments rares et coûteux en stock à tout moment. Lulu est méfiante car les sylphes ne sont pas connus pour faire confiance aux humains avec leurs herbes. Elle tient le médicament dans sa main, s'attendant à savoir si leur lien est vrai une fois qu'elle l'aura pris. Elle avale le médicament, et cela fait instantanément disparaître son mal de tête. Elle est impressionnée car un médicament comme celui-ci est inconnu, même dans la capitale. Lily explique que c'est un médicament qu'elle a fabriqué elle-même avec l'aide de Pei. Lily examine qu'elle est une jeune femme avec une bénédiction, des connaissances et des compétences, et considère que c'est un gâchis qu'elle ne soit que dans un village isolé. Elle demande à l'apothicaire si elle a déjà envisagé de venir dans la capitale. Elle explique que ses compétences la rendraient très demandée là-bas et que la guilde lui donnerait une grande clinique. Lily refuse l'offre. Lulu demande pourquoi, alors qu'elle aurait des installations de pointe là-bas, une marge de progression et un salaire énorme. L'apothicaire répond simplement qu'elle aime le village d'Azim. Elle admet qu'elle aimerait avoir de meilleures installations, mais seulement parce qu'elle veut mieux aider les gens. Elle explique également que le simple fait d'avoir une paix et l'environnement lui permet déjà de se développer en tant qu'apothicaire en raison de leur connaissance des herbes et de leur capacité à la prévenir à l'avance lorsqu'un patient arrive. Lulu se souvient à quel point Lily était prête pour elle dès son arrivée. Maya explique qu'ils volent dans tout le village et font rapport si quelque chose ne va pas. Time lui dit également qu'elle n'est pas intéressée par la capitale non plus car elle sait que le village est le plus sûr avec Lugo avec eux. Garam se souvient de la façon dont Lugo a abattu le vertueur. Il demande à l'homme masqué de lui montrer comment il vit normalement dans le village. Lugo accepte et conseille qu'il suive son rythme. Ils se dirigent vers la forêt où Lulu et Garim s'enfuient frénétiquement de quelque chose. Ils se souviennent avoir demandé à Lugo de leur montrer sa routine quotidienne. Maintenant, les deux sont poursuivis par de nombreux vers de la mort. Commandant le groupe se trouve un ver de la mort plus gros que les autres. Les deux s'approchent de Lugo, du chef et de Maya, qui se détendent comme si rien d'urgent ne se passait. Ils demandent au chef de s'enfuir, mais il reste calme, disant que des choses comme ça arrivent tout le temps. Le vieil homme leur offre même du thé.
Il secoue le vieil homme pour lui faire comprendre à quel genre de danger ils ont affaire. Soudain, beaucoup de vers de la mort deviennent inconscients. Maya dit à Lulu et Garim qu'elle a volé leurs âmes avec sa magie du vol. Elle se vante que même les âmes des monstres ne sont pas à l'abri d'elle. Il demande qu'elle s'occupe aussi du géant, ce qui effraie le grand. Maya les informe que le grand est immunisé contre sa magie. Lugo l'informe que son noyau est haut sur son front et que sa magie du vol ne peut pas l'atteindre. Garam avertit Lugo de ne pas le combattre, mais l'homme masqué est plus concentré sur l'épée à sa taille. Il demande s'il peut l'emprunter. Avec l'épée de Garim, Lugo affronte le monstre. Derrière lui, Maya l'encourage. Le géant charge sur lui, ce qui amène Lugo à prendre une position de combat. Lulu reconnaît la position. Elle explique à Garam qu'il a la même position que Luke. Lugo avance à toute vitesse. Après une seconde, le ver de la mort géant se révèle être coupé en deux. Maya acclame sa victoire. Le chef fait comprendre aux inspecteurs que Lugo est le gardien du village d'Azim. En regardant le site, ils comprennent parfaitement. Les inspecteurs repartent ensuite dans leur calèche. Lulu raconte son rapport sur le village d'Azim et sur la façon dont les Celtes ont apporté des connaissances qui ont fait progresser l'agriculture et comment leur dextérité a fait progresser leur industrie, comment leur taille et leur mobilité ont développé leur réseau d'information. Leur aide à la population vieillissante est une bénédiction. Elle termine le rapport en déclarant que la raison pour laquelle les soies sont si coopératives avec les humains est que le village d'Azim est devenu l'endroit le plus sûr des environs. Lily se demande si elle doit nommer Lugo dans son rapport. Garam la voit hésiter à écrire et lui dit qu'elle devrait absolument signaler Lugo à la guilde car il est un atout énorme. Garam partage sa passion de parler de Lugo à tout le monde afin qu'il puisse apprendre de lui et atteindre un rang. Lulu se souvient avoir demandé à Lugo s'il viendrait un jour dans la capitale et comment il a répondu qu'il ne le ferait pas. L'homme masqué lui a conseillé de continuer à contacter Lily et Maya, croyant qu'elle pourrait finir par accepter son offre. Elle se demande si elle finira par avoir Lugo aussi si elle continue de le contacter. Elle croit qu'ils doivent trouver un nouveau héros maintenant que Luke a disparu. Elle informe Garam que c'est ce que son ami, Lisha, lui a dit. Garam réalise qu'elle parle des saintes les plus forts du groupe de Luke. Lulu partage son excitation à l'idée de parler de Lugo à Lisha. Une semaine après le départ des enquêteurs, un monstre différent était combattu derrière la clinique. Paige et Lily étaient tout à fait sérieuses car elles allaient être enfermées dans une bataille intense avec des mauvaises herbes envahissantes. Elles s'étaient déchaînées après avoir été laissées seules pendant des années, mais il était maintenant temps pour l'épreuve de force finale. Les deux dames chargèrent, armées de fossiles aiguisés et de détermination. Cependant, elles ont succombé à de simples maux de dos 3 heures plus tard. Curieuse au sujet de la mission, la sylphe se demande pourquoi elles ont soudainement dû faucher les mauvaises herbes et on lui dit que l'apothicaire veut transformer l'espace en un joli jardin. De cette façon, ils peuvent faire pousser les herbes qu'ils récoltent sans trop de difficultés. Pace dit qu'ils peuvent simplement continuer à les récolter dans la forêt, mais Lily aurait le cœur brisé si l'un d'eux était attaqué par des monstres et était blessé. La sylphe pleure presque en voyant à quel point la jeune fille se soucie d'eux et devient déterminée à l'aider à atteindre son objectif. Elle s'enfuit en promettant de revenir bientôt avec l'aide la plus forte qu'ils puissent obtenir. Bien que confuse, elle n'est pas laissée seule trop longtemps car Lugo apparaît portant l'une de leurs faucilles et disant qu'il s'occupera du reste. Lily regardait, bien consciente de sa force, mais croyant qu'il aura aussi des problèmes. Soudain, tout sérieux, il les avertit de ne pas s'approcher car cela pourrait être dangereux. Avant qu'ils ne puissent douter davantage de lui, une énorme tornade acérée apparut de son élan, coupant toutes les mauvaises herbes et emportant les débris. Les femmes sont stupéfaites, choquées que tout ce qui restait devant elles était une parcelle de terre propre. Les mauvaises herbes coupées sont tombées proprement en un tas, et le travail a été fait comme ça. Comme prévu, c'est la meilleure personne pour le travail. Finalement, on lui a demandé ce qu'elle faisait en premier lieu, l'apothicaire partage ses plans pour un jardin. Apparemment intéressée, Lily lui montre un tas de graines qu'elle a l'intention de planter, qui servent également d'ingrédients pour les potions de récupération mono. Il est impressionné par ses ambitions, et il continue de parler des diverses plantes médicinales qu'elle a l'intention de cultiver. L'homme masqué est content, ajoutant que travailler la terre était en fait amusant. Elle ne peut s'empêcher de sourire. Accroupie à côté de lui, elle dit qu'il a été d'une très grande aide, et l'image des deux travaillant ensemble fait palpiter le cœur de Paige. Assez tôt, plusieurs couches de terre sont préparées et remplies de graines. Lily remercie Lugo, ayant l'impression d'avoir pris trop de son temps, mais il lui dit simplement de l'appeler s'ils ont besoin d'aide. La jeune fille est fascinée par sa gentillesse et sa chaleur. À l'époque, elle a confronté le chef et a insisté sur le fait que c'est lui qui a tué Luke. Le casque noir qu'il n'enlève jamais est vraiment effrayant, mais il ne l'a jamais entendu, elle ou qui que ce soit dans le village. Avec cela à l'esprit, elle envisage de lui faire confiance, même juste un peu. Un sourire radieux se répand sur son visage, acceptant son offre d'aide. En retour, elle lui dit de l'approcher également. S'il a besoin de quoi que ce soit qu'elle puisse aider, Lugo accepte de le faire si la situation se présente. Elle ne le savait pas, mais Lily allait bientôt regretter l'accord qu'il venait de conclure. Le lendemain, la voix de la pauvre dame résonna dans toute sa maison. Paige se précipita,
demandant avec inquiétude ce qui s'était passé et vit son ami trembler en pointant vers une pile de lettres, qui étaient toutes des demandes de mélange de médicaments. Toutes sont des formules qui nécessitent de la précision, et elle ne sait pas combien de temps il faudra pour toutes les fabriquer. Mis à part les normales, il y avait des demandes assez suspectes, qu'elle décide de signaler plus tard. Alors qu'il se demandait comment cela s'était produit en premier lieu, Lugo entra. Il est surpris de voir la pile sur sa table, partageant qu'il est également inondé de lettres, et suppose que Lulu a dû répandre leur nom dans la capitale. La pire chose qu'il ait reçue était cette lettre d'apparence royale, qui venait directement de la Sainte Église d'Ara. Lily est choquée et émerveillée par l'énorme nouvelle. Après tout, une Sainte Église est affiliée à la Sainte Thessalicia, qui faisait partie d'un groupe avec le héros. Lugo révèle alors qu'elle l'a invité dans son groupe. Ils sont incapables de réagir tout de suite, d'autant plus quand il dit qu'elle est sur le point de visiter leur village. En regardant la lettre, il confirme la demande et encourage l'homme masqué à accepter car c'est une opportunité incroyable. Se souvenant de sa mauvaise expérience avec le même test, il dit qu'il a peur qu'elle ne fasse quelque chose à nouveau. En entendant cela, les dames se font immédiatement une fausse idée et se demandent si c'était une fin malheureuse à une romance. Rejetant l'idée, il la coupe court car il ne veut tout simplement pas la voir. Puis se souvenant de la façon dont Lily a offert son aide, s'il devait en avoir besoin un jour, il dit que c'était le moment. L'homme secret veut qu'elle rencontre Lisha à sa place et a refusé son invitation. Des gouttes de sueur coulaient sur le visage de la jeune fille alors qu'elle était stupéfaite par la demande soudaine. Il finalise en disant que c'était sa faveur. Les tasses à thé tremblaient dans la main de Lily. Il est vrai qu'elle a offert de l'aide à Lugo, mais elle ne s'attendait pas à ce que ce soit une aide aussi ridicule. Elle sert le thé en tremblant toujours de nervosité. La sainte l'accepte avec un sourire gratuit, semblant aussi royal et pur que jamais. Il le savait déjà, mais ses cheveux dorés comme de la soie, la grâce qui rayonne de tout son être, et le chevalier sacré évidemment puissant à ses côtés. Il ne faisait aucun doute que la personne devant elle était la sainte de l'église sacrée. Remarquablement tendue, l'apothicaire demande ce qui a amené une personne aussi importante chez elle. Même si on lui dit de ne pas le faire, la situation le fait ressortir naturellement. Maya, qui ne semble pas du tout avoir de problème avec ça, crie qu'il n'y a aucune raison de paniquer. Elle a été reconnue par la reine des fées, donc tout ce qu'elle avait à faire était de se tenir fièrement. Leisha en rajoute, partageant qu'elle a tout entendu parler de son excellence en tant qu'apothicaire. Aussi amiable que sa réputation, elle ajoute qu'elle a même entendu parler de la grande reine des fées. Cela étant dit, elle aimerait que toutes les deux retournent dans la capitale avec elle et y soient à son service. Les deux sont stupéfaites par l'annonce abrupte et lui rappellent de toute urgence qu'elles ont déjà décliné l'offre car elles veulent toutes les deux rester au village. Une vague d'acier effleura le visage de la jeune fille. La sainte chevaleresse pointa sa lame, la foudroyant du regard pour son mouvement soudain vers la sainte. On dit à Alice de se calmer et de baisser sa lame. Leisha, calme et posée, dit que les chevaliers sont parfois bien trop passionnés. Il serait bon de se retenir car ce serait un problème pour tout le monde si un candidat au test de synchro était blessé. Les yeux de Lily s'écarquillèrent d'incrédulité, peinant à comprendre ce qu'on lui disait. La personne qui passe le test de synchro sourit vivement, confirmant cela comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Elle a l'intelligence de gérer une clinique, le talent d'impressionner Lugo et la confiance qu'elle a gagnée auprès des villageois. Surtout, elle a une présence curative spéciale, ce qui serait un don pour la plupart. Prenant la main de la jeune fille, elle décide seule que tout est réglé et annonce qu'elle sera faite sainte, ce qui élèvera l'église vers une gloire encore plus grande. Lily refuse à plusieurs reprises, ne suivant pas le déroulement de la conversation. Incapable de retirer sa main, elle confirme que c'est bien ce que Lugo avait prédit. Il leur avait dit que cette femme sournoise allait attaquer avec force dès le début. S'il la laissait contrôler le rythme, il tomberait dans son piège. Cela dit, tout ce qu'elle avait entendu sur la vénérée sainte parlait de grâce et d'amour, alors la jeune fille pensait qu'il était impossible qu'elle attaque si fort. Il dit que c'est exactement sa tactique. Elle utilise cette image pour prendre quelqu'un au dépourvu, de sorte qu'ils doivent aller de l'avant juste pour rester à flot. Si Lily ne renverse pas la vapeur ici, tout se passera exactement comme l'a dit Lugo. Dans ce cas, elle lui rend son regard et dit qu'elle a quelque chose à dire en premier. Saisissant sa chance, la brave jeune fille répète qu'ils ont tous déjà refusé son offre et demande aux visiteurs de partir. Maya sourit fièrement, Ellie serre sa lame et Alicia est déconcertée par son insistance. Ayant maintenant un changement de comportement, la dame dit qu'il semble y avoir un malentendu. Levant la main, elle invoque un cercle magique aveuglant sous eux, destiné à les téléporter vers la capitale. Une fois qu'ils seront en sécurité dans la Sainte Église, toute la confusion devrait être dissipée. Elle dit tout cela avec un sourire, mais Maya sait mieux et dit qu'ils doivent s'éloigner de cette femme dangereuse. Gardant une prise ferme sur la main de la jeune fille, le regard de Leisha change lorsqu'elle admet qu'elle espérait que la reine des fées se joindrait également à eux. Le cercle de téléportation devint plus brillant et Alice s'avança pour les rejoindre. Les choses empiraient progressivement. À l'époque, elle pensait qu'il était impossible d'en arriver là, mais Lugo dit qu'il ne pense ainsi que par pure ignorance. Si les choses dégénèrent trop, ils doivent appeler à l'aide. Lily fait ce qu'on lui dit et crie son nom. À ce moment-là,
l'homme masqué a immédiatement défoncé une fenêtre. Ils sont surpris par sa réaction rapide. Ils restaient à proximité juste au cas où, mais ils n'imaginaient pas qu'ils utiliseraient réellement un sort de téléportation. Se regardant dans les yeux, ils crient à l'aide et ils se précipitent pour les éloigner. Cependant, tout cela joue en faveur de Leisha, car elle peut maintenant les avoir tous les trois. Cela lui fait gagner beaucoup de temps et elle peut simplement amener tout le monde en une seule fois. La panique se répand sur leur visage, réalisant qu'il est arrivé un peu trop tard. Un éclair de lumière illumina toute la maison. Et juste comme ça, tout le groupe a disparu du village. Pei entra avec enthousiasme dans la maison, disant qu'Armel avait fait des crêpes pour leurs invités. À sa grande surprise, il n'y avait absolument personne à l'intérieur. Elle regarda autour d'elle en essayant de trouver ses amis et n'avait aucune idée qu'ils se trouvaient au quartier général de l'église Sainte-Dérette. Lily tenait une tenue blanche dans ses mains. C'était le vêtement sacré de l'église réservé uniquement à ses membres estimés. Elle le bougea, se demandant si elle avait le droit de porter des vêtements si beaux. Cela dit, ne pas le mettre est un peu étrange aussi. Ils ont été téléportés hors de sa maison si brusquement, et c'était une magie si forte que même Lugo ne pouvait pas l'annuler. Alors qu'elle perdait espoir, l'homme masqué parla sérieusement, disant qu'ils seraient en territoire ennemi et lui conseillant de faire ce qu'on lui disait. Après tout, ils la protégeront quoi qu'il arrive. Puisqu'il lui a ordonné d'être obéissante, la jeune femme accepte de porter les vêtements. Quelques minutes plus tard, elle est aussi pure que jamais, maintenant vêtue de la tenue blanche et dorée de l'église. Il lui allait parfaitement et la couture est si fine qu'elle ne pourrait jamais se le permettre. Remarquant les accents et accessoires dorés, elle réalise les avantages d'être la sainte. Maintenant qu'elle s'y habitue, elle s'éclaircit la gorge et prend une expression arrogante, parlant de la façon dont ses pseudo-fidèles doivent obéir à ses ordres. Le personnage s'effondre rapidement lorsque Maya fait l'irruption dans la pièce, lui disant de se dépêcher. Cachant timidement ce qu'elle faisait, Lily tourne alors son attention vers la tenue de soie. La petite fille tournoie pour la montrer, fière de son look de nonne temporaire. L'apothicaire ne peut s'empêcher de s'extasier devant la petite sœur dont les vêtements étaient beaucoup plus adorables que d'habitude. Se souvenant soudain de quelque chose, Maya dit qu'elle doit lui montrer quelque chose. Après avoir marché un peu dehors, il rencontre une image surprenante. Lugo se tenait dans les couloirs vêtu d'une armure blanche nacrée qui contrastait avec son masque noir. Il se moque du jeune homme qui soutient que cela fait apparemment partie de l'épreuve pour adhérer. Lisha apparaît par derrière, notant qu'ils semblent tous avoir fini de se changer. Avec son sourire éclatant caractéristique, elle dit que les vêtements leur vont bien. Maintenant, ils peuvent passer à autre chose et se diriger vers la visite de la chapelle. C'est un espace royal et grandiose avec un plafond aussi haut que le ciel. Leur bouche s'ouvre en grand, hypnotisés par la beauté des lieux. C'est la première fois qu'ils se trouvent dans une si grande chapelle. Et au milieu de tout cela se trouvait un tableau accrocheur d'une femme et d'un oiseau. La femme représentée avec des cheveux blonds et vêtue d'une armure d'acier et terrée, la déesse que l'église vénère fidèlement. Cependant, il y avait autre chose là-bas, qui était l'oiseau rouge vif qui semblait rougeoyer. Leisha était sur le point d'expliquer quand Lugo intervint, expliquant qu'il s'agissait du phénix Venex. Lily était émerveillée car il semblait pouvoir tout guérir, mais se souvint que les apothicaires comme elle seraient au chômage s'il existait vraiment. L'homme masqué poursuit en disant qu'il reviendrait pour se venger peu importe le nombre de fois qu'il serait tué. En d'autres termes, c'était un oiseau extrêmement problématique. Il se demande pourquoi il en sait autant, mais il explique que ce ne sont que des connaissances générales. Les autres ne sont pas tout à fait d'accord avec cela, mais se concentrent plutôt sur l'incroyable tableau, voulant également être peint par l'artiste. Lugo dit que Venex et Ereb existent tous deux sous forme de bénédiction, et si la reine des fées se fait un nom, elle peut être peinte comme eux. Alors que Maya s'enthousiasme pour ses paroles et la possibilité d'être une légende, Leisha étudie l'homme masqué attentivement. Gênée par ses connaissances, elle lui demande s'il n'est pas le moins du monde intéressé. Avec sa force et son intelligence, son nom peut également être immortalisé dans les livres d'histoire. Il refuse immédiatement et rejette la simple idée, mais la sainte ne le laisse pas finir, s'accrochant plutôt à ses mains et lui disant de devenir un saint chevalier. Ses yeux brillent malgré son refus constant, insistant sur le fait qu'il pourra un jour avoir un tableau fièrement dressé à côté de la déesse. Lily est tentée par cette pensée, mais les fidèles essaient toujours de s'opposer à ses rejets. Elle continue en disant que ce serait le meilleur choix pour lui et propose même de faire un masque blanc pour remplacer son masque noir. À ce stade, il retire sa main avec force. Perdant finalement son sang-froid, il élève la voix et dit qu'ils ne deviendront jamais un saint chevalier. Tout le monde est stupéfait par cette explosion inattendue et Leisha se demande s'il y a eu un malentendu quelque part. C'est elle qui l'a invité en premier, mais ses paroles donnent l'impression que ce n'est pas le cas. Même les deux autres sont confus. Réalisant qu'il a fait une erreur, Lugo balaie tout cela d'un revers de la main et continue seul, se précipitant vers l'endroit suivant. Alors que la candidate au titre de sainte court après lui, qui va dans la mauvaise direction, Lily et Maya se chuchotent à l'oreille, trouvant la situation très étrange. Alors qu'Alicia agit comme si c'était la première fois qu'ils se rencontraient, ils parlent comme s'ils se connaissaient depuis un certain temps. Elle regarde attentivement, trouvant tout cela suspect. Suivant les deux par derrière,
les filles essaient de comprendre ce qui se passe. Lily suggère que Lisha ne doit pas reconnaître Hugo à cause de son masque. Cela dit, sa voix et ses gestes distincts sont difficiles à manquer. Avec ces mots, Maya finit par percer le mystère et dit que tout est de la faute du masque. Certaines armures sont équipées d'enchantements bloquant la reconnaissance, qui sont capables de cacher l'identité du porteur. Étant donné la force de caractère de cette femme, il pense qu'il a dû fabriquer ce masque spécialement pour elle. Leur conversation est interrompue par une voix aiguë appelant Hugo Sly. En tournant la tête, les deux sont surpris de voir un groupe de sœurs s'extasier devant l'homme masqué et coller leur corps contre le sien. Il est pris au piège dans une vague interminable de compliments et d'invitations, ce qui suscite des réactions variées de la part de ses amis. Le jeune homme est devenu célèbre en un instant, contrairement à l'indifférence générale dont il faisait l'objet au village. Bien que l'église soit remplie de femmes, les occasions d'interagir avec des hommes y sont rares. Après tout, on attend d'un chevalier sacré qu'il reste célibataire à vie et qu'il se consacre à la déesse. En revanche, les femmes sont libres de fréquenter qui elles veulent. Voyant qu'il est entouré et submergé par les nonnes, Maya ne peut plus se retenir et se précipite pour l'éloigner. Cela ne semble pas nécessaire, car Hugo prend doucement la main d'une femme et établit une distance entre tous. Il se débrouille assez bien. S'excusant, il dit qu'il est de garde aujourd'hui et qu'il reviendra vers elle s'il en a le temps. Le rejet poli fonctionne, car elle ne tarisse pas d'éloges sur ses bonnes manières. Après avoir promis de revenir se voir, l'homme masqué s'est dirigé vers Lily. À sa grande surprise, il s'agenouilla en disant que la foule devenait un peu trop dense. Bien que cela soit inconvenant, il lui offre sa main pour l'aider et la guider. Il continue en disant qu'il la protégera correctement, et les dames crient en rougissant. La jeune apothicaire rougit tout autant, embarrassée que tout le monde les regarde, réalisant qu'ils viennent du même village. Les nonnes de tout à leur queen de jalousie. Hugo murmure que, bien qu'ils se sentent mal pour elle, on ne sait jamais où se trouvent les espions en territoire inconnu. En tant que telle, la jeune fille peut considérer cela comme une faveur qu'elle lui rend. Comprenant la situation, elle prend sa main, ce qui provoque des cris dans la foule. Voyant cela, Maya se plaint de se sentir exclue de sa galanterie, mais elle s'adoucit rapidement lorsqu'il lui explique qu'il ne peut pas toutes les protéger si ses deux mains sont occupées. Une fois tout cela réglé, Leisha invite tout le monde à poursuivre l'initiation à l'épreuve. À partir de ce moment, la visite s'est bien déroulée, et ils ont même pu visiter des sites importants comme la grande cathédrale, l'hôtel principal et même la salle des chœurs. Lily est fascinée, se sentant comme dans un parc d'attractions sacrées. Meyer reste impassible et la traite de gourde. L'endroit où il se trouvait était loin d'être un parc d'attractions et était en fait une solide forteresse. À l'extérieur, d'innombrables chevaliers sacrés patrouillaient en tant que garde. Après tout, la force est parfois nécessaire pour protéger les saints et les sœurs. Dès que la petite fille réalise la réalité, le groupe arrive enfin à l'événement principal. L'installation finale est l'Itlena, le sanctuaire sacré. En ouvrant les grandes portes, ils sont accueillis par un immense espace ouvert d'une clarté aveuglante. Les visiteurs font des commentaires superficiels, disant même que le blanc pur donne une impression de vide. Malgré cela, c'est l'installation la plus importante de tout ce qu'il y a là. Après tout, c'est là que sont conservées les saintes écritures. Au sommet d'une haute volée de marche se trouvait un livre solitaire, posé ouvert sur un pupitre. Voyant la curiosité de la candidate au poste de sainte, Leisha tendit la main, l'encourageant à le prendre. Hésitante, elle se tourna prudemment vers Hugo et se rassura en se disant qu'il la sauverait si nécessaire. Sur ce, la jeune fille gravit les marches. Le protecteur masqué ne sent aucun danger pour l'instant, et refuser ici ne ferait que causer plus de problèmes. Cela dit, il reste complètement sur ses gardes. Arrivé au sommet, Lily est invitée à s'avancer. En regardant les pages vides, on lui dit étrangement de prier la déesse Ara. En haut de la haute volée de marche, Lily est à la fois confuse et surprise par ce qu'elle voit. Elle appelle Talesha, disant qu'il n'y a rien d'écrit dans les écritures. Apparemment, la prophétie de la déesse ne se révèle que lorsqu'une personne digne commence à prier. Sur ce, elle place la main de la jeune fille sur les pages blanches. Se souvenant de la révélation divine dont elle a parlé au village, elle dit à l'enfant de se détendre. L'épreuve de la sainte a reçu 3 révélations au total. La première parlait d'une jeune fille aisant née de monstres apportant le salut au royaume. La deuxième est l'arrivée de quelqu'un de longtemps attendu, peut-être quelqu'un d'assez fort pour combattre les monstres. Avant de parler de la troisième, elle serre fermement la main de la jeune fille et l'appuie agressivement sur l'écriture. La dernière révélation était problématique. La personne choisie pour être sainte doit être un bel humain doté d'un talent extraordinaire. Elle ne lui a parlé que brièvement, mais cette courte rencontre avec son talent et son charme a suffi à captiver la sainte. Se sentant mal à l'aise, Lily essaie de se libérer, mais Leisha lui serre les membres et la regarde dans les yeux. La condition pour être sainte est d'être humaine. La petite fille commence à paniquer. Pendant ce temps, les deux personnes en bas observent avec méfiance mais en silence, trouvant étrange que les deux dames soient si proches l'une de l'autre. Selon la prophétie, la visiteuse d'Azim Village est en fait un monstre. Sur ce, elle se demande à qui cela peut se rapporter. Lily pâlit rapidement et essaie de s'enfuir, mais la sancté la maintient complètement immobile,
disant qu'il faudra un certain temps à ses amis pour monter là-haut. Si elle essaie de s'enfuir, elle sera considérée comme un monstre, et elle pourra s'occuper d'elle en un instant. Leisha lui ordonne de prier, car c'est sa seule chance de prouver son innocence devant la sainte déesse. Elle force sa main sur la page et la maintient en place. Sur ce, Lily ferme les yeux, terrifiée, sachant qu'elle n'a pas d'autre choix. Dès qu'elle a commencé à prier, une lumière brillante a jailli, aveuglant presque tous ceux qui regardaient l'autel. Les Écritures en étaient la source, et le pire se réalise. Il révèle que celle qui prie n'est pas humaine du tout. Confirmant ses soupçons, Leisha regarde l'enfant terrifié et vise un cercle magique, la traitant d'immonde monstre de calamité. La pauvre fille ferma les yeux, incapable de faire quoi que ce soit pour se défendre. Un autre éclair aveuglant illumine la pièce, signalant la délivrance d'une punition divine. Cependant, les choses ne se passent pas comme prévu, car Hugo arrive pour la sauver juste à temps, portant la jeune fille. Il s'excuse, disant que ça a dû lui faire peur. Son bras est blessé, mais il dit que ce n'est qu'une égratignure. Leisha lui ordonne de s'écarter et lance encore plus de sorts. Elle dit que la fille est un monstre et qu'ils doivent l'éliminer dès que possible. Il est choqué par ce qu'elle dit, et Lily ne fait pas grand-chose pour se défendre, se contentant de trembler d'horreur et de dire que ce n'est pas vrai. Surpris de voir à quel point elle est affectée, il la serre fort dans ses bras, s'excusant de ne pas l'avoir emmenée plus tôt. La sainte se moque d'eux, ridiculisant l'idée qu'ils puissent échapper à ses griffes. À ce moment-là, Maya est apparue au-dessus du couple, répondant à l'appel du jeune homme. Elle prend la main de Hugo et emporte 2 personnes. Bien que ce soit totalement inattendu, elle en rejette la faute sur la sainte folle. Ils atteignent la seule porte de la pièce, qui se retrouve criblée de cercles magiques dorés. Pour aggraver les choses, des gens ont commencé à affluer. C'est un sort de téléportation comme celui qui les y a amenés, mais maintenant il permet aux chevaliers sacrés d'entrer. Leisha regardait avec un sourire sinistre d'en haut, refusant de laisser quiconque partir sans permission. Alice leur bloquait le passage vers l'avant, tandis qu'Alicia leur mettait la pression par derrière. C'est la première fois qu'ils voient Hugo se blesser, et cela semblait assez grave. La petite fille était occupée à s'en vouloir, mais l'homme masqué l'a appelée et lui a demandé de lever la main. Dès qu'elle le fait, Maya prend son bras, et les deux se retrouvent entre leurs mains. Elle ne sait pas comment les choses ont fini ainsi, mais elle sait et comprend ce qu'elle doit faire. Elle lâche Hugo et lui dit de revenir sain et sauf. N'ayant pas vraiment l'intention de mourir, il atterrit proprement sur le sol. L'homme masqué affronte seul le groupe de chevaliers sacrés, mais au lieu d'un affrontement intense d'emblée, il lève les mains. Pour eux, il semble qu'il implore désespérément pour sa vie. Une concentration sombre de magie apparaît au-dessus de son corps, que la Sainte-Est reconnaît comme de la magie de gravité de haut niveau. Les 2 dames qui volent au-dessus sont confuses au début, d'autant plus qu'elles se sentent aspirées par un sort. Leisha se demande pourquoi il attaquerait ses propres alliés, mais Maya laisse son corps se faire traîner complètement et crie à tout le monde de s'écarter. Les chevaliers ne faiblissent pas et se préparent à les abattre, mais Hugo a une foi absolue dans les capacités de son ami. La reine des fées lui reproche d'abuser un peu trop d'elle, mais relève le défi malgré tout. Faisant appel à une puissante magie du vent, elle repousse ceux qui bloquent son chemin et dégage la voie. Avec Lily agrippée fermement, il dépasse rapidement la foule, évitant habilement tout le monde pour atteindre la porte. En voyant cela, il devient évident qu'il se dirige vers le cercle de téléportation, qui fonctionne dans les 2 sens. S'ils le touchent à temps, ils peuvent retourner de l'autre côté. Les chevaliers reçoivent l'ordre de les saisir par magie, mais il est trop tard. Les dames n'ont aucune idée de l'endroit où elles vont atterrir, mais elles pourront s'en rendre compte plus tard. La dernière chose que Lily voit, c'est Hugo debout derrière la foule, levant la main et leur disant de lui laisser faire. Incapable de faire autre chose que de faire confiance à son assurance, les 2 disparaissent, laissant l'homme masqué seul avec la sainte et son avant-garde. Elle le gronde, soulignant qu'il vient de s'attirer l'inimitié d'elle et de toute l'église. Cela dit, il ne pourrait pas s'en soucier moins. Son arrogance offense Leisha, qui dit qu'elle est bien plus terrifiante qu'elle n'y paraît. Après tout, elle est la sanctée qui faisait autrefois partie du groupe du héros. Invoquant l'épée sacrée, la gardienne du monde se prépare à détruire tous ceux qui font du mal aux autres. Cependant, il ne connaît que trop bien son manque de pitié, en ayant souffert directement. Son bras blessé fume, guérissant instantanément sans même utiliser de magie. En voyant cela, elle réalise qu'elle a laissé entrer 3 monstres dans le sanctuaire. Hugo rétorque qu'il n'est pas un monstre, et même si ses amis en sont, ils sont de ceux qui servent les autres et qui valorisent la paix. Si quoi que ce soit, ce sont eux qui méritent de vivre aux côtés des humains. Leisha est furieuse à l'idée de la coexistence et est prête à éliminer tous ceux qui y croient. Elle charge, lui disant d'être une simple tache sur sa lame sacrée. D'un seul coup, la lumière a émergé de dessous l'endroit où il se tenait et a jailli comme une tour d'énergie pure. Énergie. Malgré cela, il recule et reste indemne. La magie de la gravité, la guérison et maintenant la capacité d'esquiver l'épée sacrée font de lui un être dangereux. Rappelé à plusieurs reprises un monstre, il marchait calmement, disant qu'elle l'avait déjà appelé ainsi auparavant. Elle trouve cela absurde, croyant qu'ils ne se sont jamais rencontrés dans le passé, se rapprochant et reculant. Comme pour bien montrer qu'il est capable d'esquiver,
il lui demande si elle ne se souvient vraiment pas. Cependant, elle est trop aveuglée par son talent et la nécessité d'éliminer de telles menaces. Le Saint-Est enfonce la lame dans le sol. Ayant tué tout ce qui mettait l'Église en danger jusqu'à présent, elle est déterminée à faire de même maintenant et invoque des rayons de magie brûlante sur l'homme masqué. Alors qu'il est piégé, ne voulant pas toucher les rayons flamboyants, elle dit au Saint Chevalier de saisir l'occasion et de tuer le monstre. Incapable d'agir à cause des attaques de la Sainte, Lugo est vulnérable aux attaques des chevaliers. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Les avertissant de ne pas interférer dans son combat, il ne bouge pas d'un muscle et utilise à nouveau la magie de la gravité, entraînant chaque personne au sol. La pièce est remplie de cris. Pendant ce temps, Lisha est tellement impressionnée par sa maîtrise de la magie qu'elle lui donne une dernière chance d'être absous de ses péchés et de rejoindre son groupe. L'ayant déjà fait, il refuse catégoriquement, une réponse à laquelle elle s'attendait déjà. Une entaille aveuglante se dirige vers lui, et la Sainte est assez sûre de sa victoire cette fois-ci. C'est jusqu'à ce qu'elle voit l'endroit où il se tenait complètement vide. Elle ne suit pas tout de suite, mais un chevalier l'alerte de quelque chose derrière elle. Se retournant, elle est choquée de voir Lugo se précipiter sur elle avec un poing fermé, invoquant un mur pour bloquer. Elle parvient à adoucir l'impact, mais le coup est encore assez fort pour percer sa barrière et la repousser. Elle garde à peine son équilibre en enfonçant l'épée dans le sol, et même l'homme masqué est surpris qu'elle est bloquée. Ne voulant pas perdre, elle chargea au nom de l'humanité. Une simple balançoire est facilement esquivée. Il sait très bien ce que c'est et connaît même le nom. Ignorant sa confusion, il continue et explique que la condition d'activation est d'inscrire un saut dans l'air avec l'épée. Par conséquent, la meilleure contre-mesure est les attaques à très courte portée. Les poings se sont précipités à nouveau sur elle, et elle a eu du mal à bloquer contre le barrage de coups qui arrivait vers elle. Naturellement, elle est consciente de sa propre faiblesse, c'est pourquoi elle a maîtrisé l'art de l'épée pour compenser. Malheureusement pour elle, l'adversaire était bien trop fort et accablant. Il la provoque, se demandant pourquoi elle ne fait que se défendre. En tant que bouclier du peuple, elle refuse de céder à sa provocation. En regardant dans ses yeux, il se souvient de Lily, qu'elle qualifie de monstre dangereux, dissimulant son identité pour se fondre dans la masse des humains. D'un autre côté, Lugo était quelqu'un de déterminé à protéger ce monstre et était encore plus dangereux. Elle repère une ouverture dans ses attaques et se déplace immédiatement pour en profiter. En plantant ses pieds sur le sol, elle lève sa lame sacrée pour lui adresser une condamnation divine. L'épée est abattue d'un seul mouvement fluide, mais le pas de côté de l'homme masqué est encore plus fluide. Ayant parfaitement esquivé, il était maintenant en position de contrer et de frapper la femme sans défense avec un puissant coup de pied tournant. Il frappe juste assez pour faire tomber Lisha au sol, où elle se recroqueville et se demande où elle s'est trompée. Après avoir rejoint le héros et son groupe, elle a abattu toutes sortes de monstres imaginables avec l'épée sacrée. À la fin, elle a même coupé la tête du héros sur ordre du royaume. Cependant, cela a eu pour conséquence que les monstres sont devenus actifs. Elle s'est trompée et c'est elle qui méritait d'être condamnée, tombée devant l'homme masqué. La Sainte a accepté qu'elle allait être écrasée à mort par la magie de la gravité et n'a même pas levé la tête. À sa grande surprise, son voile et ses cheveux sont mouillés lorsque Lugo verse une bouteille entière de potion d'en haut. Elle est complètement confuse, ne comprenant pas pourquoi il ferait une telle chose. Il continue en disant que ses mouvements perdent de leur finesse chaque fois qu'elle s'énerve. De plus, elle perd sa concentration quand elle a l'impression d'avoir le dessus. La dame est sur le point de discuter, mais il dit simplement qu'elle ne s'est pas améliorée malgré ses avertissements. Toute la pièce s'est figée lorsqu'une chevelure rousse familière est apparue, retirant complètement son masque. Lugo révèle sa véritable identité, lui rappelant son ordre de se souvenir de ce qu'elle a fait. Voyant son chef prétendument mort l'accueillir avec des yeux froids, Leisha tremble de choc, hantée par le souvenir de l'avoir tué. Il dépasse les champs bafouillants et se dirige vers les chevaliers blessés à l'arrière. S'excusant d'avoir été si dur, il verse également la potion de Lily sur eux, faisant même la promotion de son travail. Ils sont agréablement choqués par le fait qu'il soit vivant. Pendant ce temps, Lisha doutait encore de ses yeux, sachant que c'était impossible. Cela dit, sa force était indéniable, et il n'y a personne d'autre qui pourrait lui faire ce qu'il lui a fait. Son trouble intérieur s'aggrave, se souvenant de la façon dont elle lui a personnellement coupé la tête. Se retournant, elle voit son regard froid mais ensemencé lui percer un trou. C'est sûr. Il était réel, et elle est revenue pour se venger. Se retournant, elle s'inclina et se prosterna à la hâte. Sans lever la tête, elle s'excuse, implorant une chance de s'expliquer. Le jeune homme est silencieux. Elle lui doit en effet des excuses. La sensation de lui couper le cou ce jour-là persiste encore dans ses mains, et la vision horrible de ce qu'elle a fait est toujours gravée dans le fond de ses yeux. Dans sa forme impuissante, elle l'a impitoyablement abattu et a brûlé son corps. Elle laisse tout sortir, mais ajoute qu'elle ne l'a fait que sur ordre du royaume. À sa grande surprise, il dit qu'il le sait. Relevant rapidement la tête, elle le voit se détourner et dire que tout cela appartient au passé. La vue de son départ lui fait mal, alors l'ancien camarade a crié, le suppliant d'écouter et disant qu'elle était terrifiée. Les larmes désespérées coulant sur son visage, elle demande pardon. Pendant ce temps, Alice est incapable de supporter ce spectacle pitoyable et court apaiser son maître.
La retenant, elle demande à Lugo ce qui s'est passé. En voyant son armure, il la reconnaît comme la chevalière qui a visité le village. Confirmant cela, elle se présente comme la garde personnelle du Saint-Est. Certaine qu'elle écoutait de toute façon, il rappelle le fait que Lisha l'a tuée. L'information fait chavirer son cœur. Se sentant comme dans une blague, elle se souvient du chagrin de son maître à sa mort. La Sainte-Est ne lève même pas les yeux. Après sa disparition, elle a organisé des contre-mesures contre les monstres nouvellement actifs et a travaillé avec passion pour abriter les enfants qui avaient perdu leurs parents lors des attaques. Ils ont voyagé partout à la recherche de personnes capables de prendre la relève en tant que héros. C'est aussi la raison pour laquelle elle voulait recruter les 3 du village, se tenant au-dessus d'eux et affichant un amusement souriant. Il qualifie ses actions de splendides. La réponse courte mais frappante frappe la nuit. Le héros lui-même insinue que tous ses efforts ont été faits comme une façade de mensonge. Il lui dit plutôt de demander à Lisha. La sainte se libère de l'étreinte de ses gardes et baisse silencieusement la tête vers le sol. Dans une incrédulité absolue, le dégoût se lit sur le visage d'Alisa. Réalisant que tout ce qu'elle peut faire est s'excuser, elle serre fort le corps du maître traître et crie. La légion entière de chevaliers sacrés lui a fait confiance, mais ses actions n'ont fait que multiplier les monstres, laissant encore plus d'enfants orphelins qu'auparavant. D'innombrables camarades sont morts, essayant de combler le vide laissé par le héros, et tout était de la faute de leur chef. Encore une fois, Lisha n'a même pas le courage de croiser le regard de ses gardes. Sommée de la regarder, la même teste relève la tête, révélant un visage en pleurs complètement couvert de larmes. Compte tenu de la gravité de ses actions, Alice est incapable d'accepter les excuses de son maître, quel que soit leur nombre. À ce moment-là, Lugo a appelé le chevalier, lui disant de ne pas être trop dur. Il est surprenant d'entendre cela de celui qui devrait être le plus en colère, mais il dit qu'elle n'est pas seule en faute car elle n'a fait qu'agir sur les ordres du royaume. Cela ne fait qu'empirer les choses puisque l'endroit pour lequel il se battait était en fait la racine du mal. Franchement, l'ancien héros dit qu'il ne devrait rien faire à moins de vouloir être assassiné. En fait, il n'a rien fait et a quand même été tué. La réalité qu'elle ne peut pas se rebeller frappe. Lugo remet son masque et appelle le chef de la nuit. Il précise qu'il n'est rien de plus qu'un homme ordinaire du village d'Azim. Elle le salue presque immédiatement en comprenant ce qu'il veut dire. Puis, appelant Alisha, il lui ordonne de ne pas toucher à Lily, Maya et leur village tranquille. Toujours inclinée, elle confirme l'ordre. Enfin, on dit au reste des chevaliers d'oublier ce qui s'est passé ce jour-là. Si son identité devait être révélée, il promet de s'en prendre impitoyablement à chacun d'eux. L'avertissement du héros indomptable les rend obéissants. Même sans le dire, il n'y avait personne dans la pièce qui oserait s'opposer à lui. Presque oubliant, Lugo demande à la sainte d'ouvrir la porte, ajoutant que personne ne peut l'ouvrir à part elle. Se relevant du sol, elle court pour suivre et saisit la poignée. À ce moment-là, elle se demande où elle s'est égarée et comment elle a réussi à lever la main contre l'homme qu'elle respectait plus que tout autre. La porte s'est ouverte et l'homme masqué est entré, faisant un signe de la main avec désinvolture tout en s'excusant pour le dérangement. Voyant l'homme qu'elle a tué, repartir, toujours aussi décontracté que jamais, Leisha tombe au sol en larmes. Les chevaliers la regardent se détester. Alice semble s'être calmée et dit qu'elle n'osera pas demander une explication complète. Cependant, ça fait mal de voir son maître respecté dans un tel état. Elle commence à dire qu'ils peuvent recommencer si elle regrette vraiment ce qu'elle a fait. Cependant, la chevalière voit la petite femme trembler et se rend compte qu'elle a déjà fait plus d'efforts qu'il n'en faut pour expier ses péchés. S'excusant une fois de plus, elle s'éloigne pour se rafraîchir les idées. Pendant ce temps, Lisha se souvient qu'elle n'avait pas le choix car elle avait reçu une révélation du divin. Avant que tout ne se passe, elle a posé sa main sur les écritures et a prié la déesse. Le choc et la confusion ont enveloppé son visage alors que les lettres dorées lui ordonnaient de tuer le héros. Elle a essayé de protester, mais la révélation a continué, disant que le pays serait détruit à moins qu'elle n'obéisse. La sainte bouleversée a immédiatement porté la question à ORT, suggérant qu'il devait y avoir une sorte d'erreur. Cependant, le vieil homme rejette strictement de telles pensées et décide carrément de tuer Luc. Indignée, elle proteste, disant qu'il est l'un d'eux et se demandant comment le vieil homme peut même penser à tuer son apprenti numéro 1. Il justifie que les prophéties de la déesse n'ont jamais été fausses, et elle devrait le savoir mieux que quiconque. De plus, le héros a l'habitude de garder ses vrais pouvoirs secrets même pour eux. Même ORC, qui est censé être le plus sage d'entre eux, est maintenu complètement dans l'ignorance. Refusant toujours de l'accepter, Leisha rassemble de la magie, prête à se battre contre elle, mais on lui dit de ne pas s'en soucier. Ils savent tous les deux qu'elle n'est pas assez forte pour le battre, alors il s'est juste avancé, prêt à rapporter l'affaire au roi. Pendant qu'il le fait, elle ne doit parler à personne de la révélation qu'elle a reçue et des plans qu'ils ont fait aujourd'hui. Sur ce, elle tomba à genoux et trembla de dégoût. Tout comme elle le fait maintenant après le héros, elle échangerait des pièces sa vie. Pendant ce temps, Lugo traversait la capitale à toute vitesse, désireux de s'occuper de Lily après qu'il ait été révélé qu'elle n'était pas humaine. De retour dans la capitale, Maya traîna Lily à la hâte. Les chevaliers ne les poursuivaient pas, mais ils n'ont aucun moyen de savoir s'il y a d'autres ennemis.
L'apothicaire se demande où ils vont et on lui dit qu'ils se dirigent vers le seul terrain neutre qui existe dans chaque ville. Après un certain temps de course, ils voient enfin l'entrée de la guilde des aventuriers. En franchissant la porte, ils parviennent à assurer leur sécurité. Leur entrée abrupte et leurs vêtements d'église déconcertent ceux qui sont à l'intérieur, alors Maya gère précipitamment la situation, s'excusant d'être entrée et se présentant comme membre de l'église. Alors que certains pensent qu'il doit y avoir une demande d'erret, la sylphe exige de voir le patron. Cependant, quelques personnages familiers sont intervenus et ont dit qu'il était un peu trop tôt pour qu'il raconte des mensonges. Elle panique, ayant l'impression d'avoir été exposée beaucoup trop rapidement. En regardant Lily, la reine des fées envisage de la faire s'échapper en premier, mais où peuvent-elles aller? Tant de pensées se sont précipitées dans son esprit, mais la petite fille a soudainement crié de soulagement. Confuse, Maya se tourne et comprend enfin en voyant Lulu et Garam la regarder d'en haut. Se calmant, ils expliquent comment ils ont eu des ennuis après que Lisha les ait emmenés de force à l'église. Le même ami Test s'excuse, se sentant remarquablement responsable de les avoir exposés en premier lieu. Passant à autre chose, ils sont accueillis dans la guilde, pensant qu'ils sont là pour devenir des aventuriers. Meyer rejette la proposition et dit qu'ils ne sont intéressés que par le recrutement de Lugo. Au lieu de cela, elle dit qu'ils sont venus là pour une raison différente et montre une lettre portant le sceau de l'homme masqué. Il l'a donnée au soir avant qu'Alicia ne vienne au village, disant qu'il devrait être donné au maître de la culpabilité en cas d'urgence. Puisque Lulu semble connaître des personnes importantes, elle suppose qu'elle doit connaître le maître aussi. L'enquêteur accepte la tâche, se souvenant qu'elle doit de toute façon à l'homme masqué. Une demande d'une personne aussi puissante est probablement trop lourde à gérer pour elle. Mais dans ce cas, c'est peut-être quelque chose avec lequel le chef de la guilde peut aider. Assez tôt, les visiteurs se retrouvent à bâillonner et à se couvrir le nez. Une puanteur affreuse et dure s'échappait d'une grande pièce, mais les enquêteurs disent qu'ils finiront par s'y habituer. Garam sourit en disant qu'ils n'ont pas le choix car c'était la chambre du maître de guilde. Dès qu'il ouvre les portes, l'horrible puanteur éclate et frappe fort leur nez. Les deux dames se poussent à l'intérieur, ne voulant pas entrer en premier, mais sont toutes deux obligées d'entrer de toute façon. À l'intérieur, ils voient une personne solitaire remuer quelque chose dans un énorme chaudron. Le liquide épais et gluant semblait être un médicament composé par une fille au petit corps. Lulu s'annonce, disant qu'ils ont des visiteurs. Légèrement surprise, elle regarde l'étrange combinaison et comprend rapidement ce qui se passe. Elle saute du tabouret et rit, leur disant qu'il n'y a pas besoin d'être aussi nerveux. Elle se présente comme Lara, la maître de guilde et alchimiste, et les accueille dans la guilde. Compte tenu de son sourire espièglé de ses étranges références, les deux visiteurs ne peuvent s'empêcher d'être surpris. Lily ne peut pas croire que la petite fille devant eux soit le maître, voyant qu'elle est encore plus jeune. De plus, Maya était complètement sur ses gardes après avoir vu son visage. La soie dit qu'elle n'est pas le chef de la guilde pour rien et note que les cicatrices sur tout son corps proviennent probablement de batailles. Lara se contente de sourire à la déduction. Elle a la confiance d'une vraie guerrière et a dû voir beaucoup de combats. Cela dit, Lily ressent quelque chose de plus, quelque chose d'étrangement familier. Après un certain temps de réflexion, elle se rend compte que la fille dégage la même ambiance que Lugo. Laissant les explications pour plus tard, la chef aborde le sujet principal, disant qu'ils doivent avoir une raison d'être là. Prenant place pour discuter, Lara lit la lettre qui lui était destinée. Les autres ne l'ont pas encore vue et se demandent ce qu'elle contient. Apparemment, l'homme masqué demande simplement à la guilde de protéger les deux. Parlant comme de vieux amis, elle dit qu'il est toujours aussi direct. Encore une fois, Maya est la première à remarquer et confirme que les deux se connaissent sans hésiter. La chef dit qu'il était son maître d'armes. Cela surprend tout le monde, personne ne s'attendant à ce que Lugo prenne un élève. Remarquant leur visage, la jeune fille acquiesce, disant que ce n'est pas du tout son genre. Le monde de l'aventure était trop dur pour une fille sans talent en magie, mais elle l'a rencontré. Grâce à leur entraînement, elle a réussi à devenir une Arancore, mais n'a pas pu aller plus haut en devenant chef de guilde. Lily se demande silencieusement quel âge elle a et est choquée d'apprendre qu'elle a 25 ans. Pendant que Lara pose des questions enjouées, la jeune fille panique et demande comment elle fait pour lire dans ses pensées. Elle élude et dit qu'elle est juste douée pour lire les gens. Et à ce stade, la jeune femme se dévoile sans se soucier de ses compétences ou de son incroyable pouvoir. Il doit y avoir une raison pour laquelle elle est la chef de guilde. L'alchimiste accepte alors la tâche de les protéger jusqu'à leur retour au village et en assume l'entière responsabilité, même si l'église les poursuit. Ils n'ont jamais révélé leurs problèmes avec l'église. Alors Maya demande si c'est encore son pouvoir qui fonctionne. Cela dit, il ne faut pas être un génie pour comprendre ce que cela signifie. Lorsque des nonnes croisent la guilde, trouvant étrange qu'elles aient quitté Lugo, Garam demande ce qu'il mijote. Elles expliquent qu'il est resté en arrière pour combattre les chevaliers, mais la réaction à cette information est tiède. Les dames insistent sur le fait qu'elles devraient l'aider, peu importe sa force, mais Lara leur dit de se calmer car il est assez fort pour se défendre. Ces paroles n'apaisent pas vraiment leur cœur, mais une chose le fait. On leur dit de regarder derrière elles. Tout le monde est surpris de trouver Lugo écoutant silencieusement les bras croisés. Se retrouvant, il vérifie l'état de chacun.
Il montre son bras, déjà complètement guéri de la blessure précédente. Souhaitant garder ses pouvoirs secrets, il attribue la guérison rapide à la potion de l'apothicaire. Les ayant faites elle-même, Lily sait que ces potions ne sont pas si efficaces. C'est au tour de Lara de retrouver son maître, lui reprochant d'avoir inquiété un tas de filles. Vu son apparence, elle ne peut s'empêcher de remarquer à quel point il a changé. Il s'excuse de les avoir inquiétés et promet nonchalamment d'être plus ponctuel la prochaine fois. Ceci étant dit et fait, la chef de guilde dit qu'il est temps de manger. Elles n'ont rien mangé depuis la téléportation, et avec un timing parfait, l'estomac de Lily gargouille assez fort pour remplir la pièce. Après avoir rougi d'embarras, un festin énorme et délicieux est dressé sur la table devant eux. La petite fille pleure en tenant une fourchette chargée. On lui dit de choisir entre manger ou pleurer, mais elle traverse tellement d'émotions qu'elle ne peut pas se limiter à une seule. Heureusement, Lulu est là pour s'occuper d'elle et essuyer ses morves. Elle essaie de se calmer, mais fond rapidement en larmes à nouveau en voyant Hugo sain et sauf. Assez tôt, les assiettes sont vides et leurs ventres sont pleins. Lara est ravie qu'ils aient apprécié, et réaffirme à nouveau sa promesse de les maintenir sous la protection de la guilde. La gratitude est échangée, mais maintenant, ils doivent avoir la conversation difficile et expliquer exactement ce qui s'est passé avec l'église d'Arara. Lara demande à savoir pourquoi l'église en voulait à leur groupe. Maya est heureuse qu'elle ait demandé et prend l'initiative d'expliquer les choses en détail. Malheureusement, elle n'en a pas vraiment l'occasion car Hugo intervient, disant que Lisha a attaqué Lily. En entendant que c'est la raison pour laquelle ils se sont battus, l'expression de la chef de guilde est empreinte de surprise. Se transformant rapidement en déception et en tristesse, elle baisse la tête pour s'excuser, disant que la même sainte est également l'un de leurs membres. On lui dit de relever la tête car ce n'est pas de sa faute, mais la jeune fille qui connaît son passé dit que cela a dû être difficile pour lui. Sur ce, Hugo demande à ce qu'ils s'écartent et qu'ils aient une conversation privée plus tard. Puisqu'ils sont maîtres et élèves, les autres savent que c'est quelque chose avec lequel ils ne devraient pas se mêler. L'important est qu'ils soient tous en vie malgré la terrible chose que Lisha a faite. Heureusement, ce ne sera plus un problème puisqu'il lui a personnellement parlé ainsi qu'aux chevaliers et a obtenu leur promesse de laisser leur village tranquille. Leur accord suffit à apaiser son esprit. Bien que ce ne soit pas avec toute l'église, la position de la sainte est quelque chose à respecter, et cette même position les empêchera probablement d'avoir une guerre totale. Lily ne peut s'empêcher de se demander quel est leur véritable lien et commence à se sentir distante. Elle veut en savoir plus, mais ne peut pas supprimer la peur dans son cœur. Il y a une chose que la chef de guilde ne comprend toujours pas. Pourquoi Leisha a-t-elle attaqué Lily en premier lieu? C'est étrange car elle l'a amenée à la ville et l'a vêtue de vêtements divins, ce qui signifie qu'elle est une candidate. Le silence se fait dans la pièce alors qu'ils attendent une réponse. Avant d'entrer dans le lieu saint, ils l'ont effectivement appelée candidate, mais ont changé de ton après s'être dirigés vers l'autel. À ce moment-là, Lily a commencé à trembler. Incapable de croiser leurs regards, elle révèle que c'est elle qui est effrayante, ce qui sème la confusion chez toutes les personnes présentes. Elle a pensé à ne pas le mentionner et s'est empêchée de fouiller dans la vie de Hugo car elle craignait d'être elle-même exposée. Lara se demande ce qui pourrait être si effrayant chez un petit humain mignon, mais l'apothicaire révèle qu'elle est un monstre. Les yeux du public s'écarquillèrent de choc. Malheureusement pour elle, l'autel et les écritures ont percé son secret. Appelant ses amis, elle baissa la tête avec honte, disant qu'elle ne méritait pas leur protection. Maya la calme et dit que cela n'a pas d'importance, car elle est aussi un monstre. Elle essaie désespérément de convaincre la jeune fille, mais Lara prend alors la parole. En tant que chef de guilde, elle n'abandonne pas les tâches qu'elle accepte, mais la guilde doit connaître les circonstances de ceux qu'elle protège, elle a donc besoin d'une explication. La pièce était silencieuse, attendant qu'elle parle. Lily prend une profonde inspiration et révèle qu'elle est une impusa. La révélation suscite des réactions variées car le nom est associé à une démone légendaire. En raison des dommages causés aux civils, une prime a été placée sur la dangereuse créature. Elle avoue que c'est elle. Lulu se souvient de la façon dont l'apothicaire l'a aidée et de la façon dont rien de mal ne s'est produit. Dans ce cas, Garam suggère qu'il n'y a peut-être pas de problème après tout. Le pouvoir d'impuse est le drain de mana, qui affecte toute personne qu'elle touche. Après un tel contact, il est impossible de rester indemne. C'est la méthode d'attaque et de subsistance de la créature, mais une légère étreinte comme avec Lulu n'activera pas le pouvoir. Sur le continent occidental, leur espèce est connue sous le nom de succube. Guérem en a également entendu parler lorsqu'il a commencé, on lui a dit qu'il était une cible facile. En regardant le corps de Lily, il avoue qu'il ne sera pas difficile d'être charmé, un commentaire qui lui vaut une punition douloureuse. Il passe ensuite en revue les causes possibles de l'extinction de leur espèce, ce qui amène la jeune fille à partager quelque chose de choquant. Apparemment, malgré ses envies innées et naturelles, elle n'a jamais drainé le mana de personne depuis sa naissance. Les villageois sont ramenés au village d'Azim. Dans la clinique de Lily, l'apothicaire s'allongea sur le lit, recevant l'examen contrairement à son habitude. Elle était allongée là, peu habituée à être celle qui est étudiée. Après avoir révélé qu'elle et Impusa n'avaient jamais drainé la magie de personne depuis leur naissance, tout le monde s'est exclamé de choc. C'est leur source directe de subsistance,
ce qui les amène à se demander si elle va bien. Curieusement intéressés, Lulu et Lara se sont immédiatement mises à effectuer des tests, respirant fort comme des bêtes voyant un tas de viande fraîche devant elles. Sur ce, la chef de guilde vérifie attentivement son apparence, assurant qu'elle a définitivement l'air humaine. Lulu l'aurait peut-être remarqué si elle avait utilisé sa bénédiction, mais elle ne l'a jamais soupçonné. La jeune fille s'excuse de les avoir fait venir jusqu'au village, mais les Impusas sont des créatures de légende, qui devraient être gardées secrètes de la capitale. Elles ont apporté tout l'équipement dont elles auront besoin, donc tout ce qu'elle a à faire est de s'asseoir et de se détendre. Bien qu'elles essaient d'atténuer la tension, leurs expressions sont étrangement sournoises. Lara s'est approchée avec un stéthoscope désireuse de commencer l'examen. Il n'y a rien d'inhabituel et elle était en parfaite santé. Se demandant si elle avait déjà eu des problèmes de santé, Lily partage qu'elle a souvent faim même après avoir mangé. Lorsqu'on lui demande ce qu'elle fait dans ces cas-là, elle se dirige vers une vitrine et en sort un flacon de pilules. Elle tend les suppléments, et il voit qu'il s'agit de pilules de récupération mono à base de fruits de l'oca. S'étant formée elle-même, elle dit timidement qu'elle les a développées elle-même. Lara en essaie une pour tester et est agréablement surprise car du mana remplit son corps. Il y a une douce chaleur de magie qui se répand et qui est plus puissante qu'un fruit cru. Trop faible pour vaincre les monstres et ne voulant pas drainer les gens, elle a expérimenté et a fini par créer la pilule. Elle est finalement devenue apothicaire et appelle la nécessité la mère de l'invention. Avec un sourire, Lara demande s'ils peuvent vendre le médicament dans leur guilde. C'est une idée merveilleuse qui ferait d'elle l'apothicaire officielle de la guilde, ce qui les rendrait plus faciles à protéger. Lily essaie timidement de refuser, mais on lui dit que la vente de suppléments aussi efficaces serait en fait bénéfique pour la guilde. En premier lieu, Lulu avait déjà l'intention de la recruter depuis le moment où ils se sont rencontrés. Maintenant, elle prend sa main et demande à la jeune fille si elle peut leur prêter son aide. C'est un accord mutuel de protection l'un de l'autre, ne laissant à personne aucune raison de refuser. Ils transmettent l'accord à Hugo, qui semble approuver l'idée. Désormais, quiconque s'en prendra à Lily devra faire face à la colère de la guilde. Remarquant à quel point Lara est redevable à son maître, elle lui dit de l'appeler à l'aide à tout moment. Passant à autre chose, Hugo s'excuse auprès de la petite fille pour l'avoir entraînée dans sa querelle avec Lisha. Agitant ses mains, elle refuse de tels mots et admet qu'elle le soupçonnait en fait depuis longtemps. C'est une nouvelle pour lui. Elle explique donc qu'il est soudainement apparu dans le village avec un masque étrange, qu'il n'a jamais enlevé, même lorsqu'il se baignait. De plus, il était incroyablement fort. C'était à cause de sa propre culpabilité et de sa peur d'être exposée comme un monstre. Ses parents ont été tués quand elle était jeune, alors elle a fait de son mieux pour s'intégrer et vivre tranquillement. Le plus effrayant était qu'elle avait peur d'elle-même et du fait qu'elle trompait constamment les villageois. Avec des regards de pigeon, ils ont regardé la pauvre fille pleurer en demandant pardon. Hugo lui caresse la tête, lui promettant que tout va bien et comprenant que chacun a un passé dont il ne veut pas parler. Son cœur est bouleversé par sa gentillesse, et un soulagement l'envahit enfin. Lily étreint l'homme masqué, s'excusant encore et encore. Il l'enveloppe dans une étreinte chaleureuse, créant une scène assez belle pour faire rougir les spectateurs. Se calmant plus tard, elle dit qu'elle a trop pleuré devant eux récemment, mais ils disent que ce n'est pas un problème et lui disent de compter sur eux désormais. Passant à autre chose, Lara appelle Hugo et lui demande s'ils peuvent avoir un moment ensemble pour parler de l'avenir. Avec ceci, le maître et l'élève se retrouvent enfin. Parlant en privé, Hugo dit à Lara qu'ils cacheront l'identité de Lily pour l'instant et rendront les nuits calmes. Même avec ses relations, elle se demande si Lisha va réellement se taire, mais c'est une chose dont il est réellement certain. Quant à sa base, c'est la prophétie sacrée elle-même. La fille d'un monstre dans le village d'Arzom apportera le salut à la capitale. La maîtresse de guilde entend cela pour la première fois. Hugo pensait qu'il parlait de Maya, mais si c'est en fait de Lily qu'il parle, alors la sainte la protégera avec tout ce qu'elle a. De retour à la maison, Lulu regarde les cicatrices d'impusie contractées lorsque la jeune fille s'est coupé les ailes. Elles se sont estompées un peu, mais cela témoigne de la difficulté de faire semblant d'être humaine. Malheureusement, elle n'a pas eu d'autre choix que de les arracher malgré l'agonie car sinon, elle n'aurait pas l'air humaine. Quand elle est entrée dans le village, elle a réalisé qu'elle avait oublié sa queue et l'a rapidement arrachée aussi, laissant une autre cicatrice. Lulu n'arrive pas à croire avec quelle désinvolture elle partage des expériences aussi traumatisantes. Voulant aider, elle se demande si la magie de guérison peut les enlever. Cela dit, on ne sait pas comment la magie de guérison humaine peut affecter une impusa, et cela va dans les deux sens. Un autre facteur est le drain mono, qui pourrait en prendre trop sans qu'il le veuille. Cela laisse les méthodes normales pour impusa, mais l'enquêteur a soudainement une idée. Elle suggère d'utiliser le drain mono comme son espèce le fait, mais c'est quelque chose que la jeune fille veut éviter autant que possible. Après tout, elle pourrait finir par blesser quelqu'un. Même le faire sur des monstres n'est pas une option car la capacité fonctionne d'une manière spéciale. Une méthode est un baiser, et l'autre est quelque chose qu'elle ne peut pas dire à voix haute. Cela fait cogiter l'esprit de Lulu, et elle réalise rapidement ce qu'une alternative à un baiser pourrait être. Avec les deux femmes rougissant, elles mettent l'option de côté pour l'instant. Même avec prudence,
le faire sur un humain pourrait entraîner des complications potentiellement mortelles. Juste à ce moment-là, Maya est arrivée et s'est jointe à la conversation en disant qu'elle avait une idée. À leur surprise, Pei apparaît avec une entrée tout aussi bruyante, partageant qu'elle écoutait toute leur conversation. Ils sont choqués d'apprendre qu'elle était sous le lit tout ce temps, mais la sylphe est leur colocataire qui se cache partout en attendant leur appel. Elle connaît tous les secrets de Lily, même les plus sensibles. En entendant cela, la petite fille devient sinistre, réalisant qu'elle espionnait tout ce temps. S'enfuyant, les sylphes changent de sujet et suggèrent un partenaire de drain mono et disent qu'ils ont un candidat. Les deux dames soutiennent qu'elles devraient se rendre compte qu'il n'y a pas de personne parfaite pour le travail. Les actions impliquées dans le processus sont une chose, mais c'est aussi potentiellement mortel. D'un autre côté, le sournois se dit que plus il y en a, mieux c'est, et traîne soudainement la petite fille hors de la maison. Continuant à se promener, il ne donne aucune explication de l'endroit où ils allaient. Lily pense qu'il se dirige vers l'ancien chef, mais il est trop vieux pour être drainé. Il ne reste qu'une seule option, que Lulu comprend immédiatement. Il trouve Hugo et Lara, qui sont surpris de les voir tous réunis. D'un seul regard, la maîtresse de guilde comprend la situation et appelle l'homme masqué, disant qu'ils ont des affaires avec lui. Pei ne perd pas de temps et révèle que Lily veut embrasser Hugo. C'est la première fois que la jeune femme entend parler de cela, et cette révélation flagrante la fait crier et rougir de choc. Lily couvre précipitamment la bouche de la sylphe, se demandant ce qu'elle disait tout d'un coup, disant qu'elle l'a beaucoup aidé. Pei prétend que c'est sa façon de rendre l'appareil. Elle a simplement dit ce que la jeune fille était trop timide pour dire elle-même. Elle essaie de discuter, mais rougit en se souvenant des moments où il a fait battre son cœur. Même si elle ressent cela, il se mêle trop de ses affaires. Maya ne parvient pas à lire la pièce et gronde la jeune fille pour être restée inactive. Elle insiste sur le fait que l'homme est à elle, mais lui permettra d'emprunter car il est le partenaire de drain de mana parfait. Il a un énorme pool de mana et ne mourra pas même si elle utilise constamment le drain de mana. Lara s'en mêle, disant en se moquant à son maître d'embrasser la jeune fille si elle le veut. Considérant l'option, il confirme si un baiser est vraiment la seule condition pour le transfert. Entendant son affirmation, il se dirige vers elle et suggère d'essayer. Son visage redevient rouge betterave, ce qui le fait paniquer et penser qu'elle pourrait avoir de la fièvre. Les autres ne sont d'aucune aide, au lieu de cela, ils font pression sur elle pour qu'elle en finisse et embrasse. Lily secoue la tête, insistant sur le fait qu'elle est en bonne santé comme elle l'a toujours été. Par malentendu, Hugo dit qu'elle ment et note que ses yeux papillonnent rapidement. Si c'est pour la maintenir en bonne santé, il serait heureux de lui servir de partenaire de surveillance. La proximité de leur visage a fait battre son cœur. Pendant ce temps, les 4 femmes étaient assises comme si elles regardaient un spectacle. Son esprit s'est emballé, imaginant déjà avant que cela ne se produise. Incapable de le supporter, la pauvre fille s'est soudainement enfuie, refusant absolument de s'engager dans de telles actions. Les adultes sont maladroitement laissés là et se grondent mutuellement pour avoir trop taquiné. 2 semaines plus tard, les suppléments de mana sont emballés dans la salle de potions de Lily avec Pei qui aide comme d'habitude. Garam est entré avec un grand sac, se demandant si tout était prêt. Ils appellent d'en haut, disant qu'ils viennent de terminer. L'aventurier prend place pour l'instant et attend que le soi lui apporte les boîtes de pilules qu'ils ont préparées. Il est ravi de la quantité, remarquant même à quel point ils ont été emballés de manière impressionnante. La paix est faible, mais ses efforts et sa diligence étaient de premier ordre. Lily suit peu après, se demandant si ce lot était suffisant. Confirmant la commande, il les place tous dans son sac pour l'instant, commentant à quel point ils sont efficaces en prenant moins de place, en coûtant moins et en donnant plus de mana. Avec un autre regard rusé sur son visage, Garam s'est penché assez près pour murmurer et demande à l'enfant si elle est prête à partager la recette secrète. Les 2 femmes sont immédiatement en alerte et demandent si quelqu'un lui ordonne de poser de telles questions. Prise la main dans le sac, Pei est enragée par le comportement méprisable qui consiste à profiter de la gentillesse du jeune apothicaire. Elle lui donne un grand coup de pied, mais Lily calme la petite, disant que ce n'est pas ce qu'elle croit. Ils ont expliqué qu'ils la testaient juste. Si elle donnait la recette à n'importe qui, cela nuirait aux affaires de la guilde et violerait le partenariat. Réussissant avec brio, elle lui dit de faire part de son refus. De plus, même si elle leur donne la recette, il y a beaucoup trop d'autres facteurs à prendre en compte. Bien que ce soit vrai, il lui dit de faire attention car sa réputation se répand rapidement, ce qui peut entraîner un danger. Le remerciant pour ses conseils, elle demande ensuite à Pei de prendre quelques pains clairs car ils doivent donner quelque chose à Garam pour sa main enflée qu'elle a frappée. Assise pendant qu'elle l'étend sur son bras meurtri, il lui révèle qu'il y a une autre raison à sa visite. L'aventurier leur remet 2 lettres distinctes, l'une de la guilde et l'autre de la Sainte Église. Cette dernière fait transpirer Lily à grosses gouttes et la fait pâlir. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.